Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 18e étape de cette Vuelta. On savait que c'était l'avant-dernier moment pour avoir des différences du côté du classement général. Ensuite il faudra certainement attendre samedi, vendredi à part miracle. Il ne devrait pas se passer grand chose du côté du classement général. Donc on savait que ça allait être une étape importante, même si raccourcie. Au départ on devait avoir 27 km, on en a eu finalement que 12. Je pense que certains coureurs en sont contents ce soir, vu les écarts que l'on a eu entre certains sur 12 km. Mais forcément, ça nuit aux sportifs. Mais au moins, on a eu un contre-la-montre. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on se demandait est-ce qu'on allait avoir ou non un contre-la-montre. Il y avait beaucoup de sécurité. Il n'y a pas eu de problème pour les coureurs de la Israel Première Tech. Et notamment Richie Tello qui joue encore le classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, c'est dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est gratuit et c'est à côté du bouton pouce bleu quand vous vous abonnez. Quand vous êtes sur mobile, pardon, je vais y arriver. Et on commence tout de suite avec ce contre-la-montre. Comme d'habitude, avec ce contre-la-montre, on va partir des derniers du classement pour remonter tout en haut du côté de cette vidéo, ce que l'on fait régulièrement du côté des différents contre-la-montre de la saison et surtout sur les grands tours. On commence donc par le fait que tous les coureurs ont fini dans les délais. En même temps, il y a quand même beaucoup de coureurs qui ont fait le chrono à fond. Ça aussi, ça m'a surpris aujourd'hui parce que je me disais contre la montre troisième semaine, allez, il y a la moitié qui vont bâcher. Je pense que comme c'était plus court, 12 km, certains ont dû se dire, si je bâche, les délais, ça va peut-être pas le faire. Ou j'ai pas envie d'être trop en galère avec les délais, de devoir calculer un peu dans tous les sens. Donc je vais quand même mettre un minimum d'implication. Il y a quand même très peu de coureurs qui ont vraiment bazardé ce contre-la-montre. Ce qui va quand même peut-être donner des idées dans le futur, de se dire, ah ben contre-la-montre en troisième semaine, est-ce qu'il ne faut pas plutôt le faire court que le faire, allez on va dire, le faire à 30 km. Parce que je pense que sur 30 km, beaucoup plus de coureurs ne seraient pas donnés à fond. Et là, on a vu quand même, dès le départ, il y a eu assez peu de temps mort dans ce contre-la-montre, contrairement à ce qu'on avait eu sur le Tour de France, notamment sur le contre-la-montre en bosse. C'est vrai que là, ça a été plaisant parce qu'il y avait toujours au moins 2-3 coureurs qui se donnaient un petit peu à fond à chaque moment de cette course. Donc ça a été intéressant et je suis pas sûr que si ça avait été plus long, autant vous savez que je prône plutôt les contre-la-montre longs ou les prologues. Mais là, ça a été intéressant de voir que beaucoup de coureurs se sont donnés à fond sur ce format. Donc le dernier coureur, c'est Mathis Paskens. Tiens, parmi les coureurs qu'on n'a pas vu depuis le début de course. Et puis Brandon Rivera, qui ne se sont pas... Voilà, qui finissent à 2,35 de 24. Un autre coureur qui ne l'a pas fait à fond, c'est Egan Bernal. 2 minutes 03 de perdu. Alors, autant vous dire, dès l'échauffement... Je ne sais pas si vous avez vu les images à l'échauffement d'Egan Bernal. On avait l'impression qu'il chantonnait une chanson, ça tournait les jambes, mais il n'y avait pas beaucoup de gouttes de sueur sur le front, comme on dit. Donc non, il l'a pas fait du tout à fond. C'est pour ça que même la réalisation ne l'a pas montré. À l'image, Egan Bernal, le Colombien qui va se concentrer désormais à prendre l'échappée de l'étape de samedi, qui va être son dernier objectif pour la fin de la semaine. Jan Hirt également ne l'a pas forcément fait à fond comme Wout Poels. Discret, Wout Poels depuis le début de cette Vuelta. On l'a vu quelques fois en échappée, mais sinon ça a été discret. Jasper de Bas, Burati. Bizio l'a pas fait à fond aussi. Et Diane Smith, voilà, parmi les derniers concurrents. On remonte, on voit les sprinters, Mikel, Skokar, Philipsen, par exemple, qui finissent également assez loin. Fortunato, mais de toute manière, même s'il l'avait fait à fond, il aurait perdu autant de temps. C'est Fortunato, c'est quand même pas sa spécialité, le contre-la-montre. Je pense qu'il aurait peut-être fini en 1 minute 20 à 1 minute 20 de retard, mais voilà, c'est un coureur qui n'aime. Passe à... On voit Van der Lee, Kwiatkowski. À une époque, il était très fort sur le chrono. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Puis
Encore une fois, là, il n'y avait pas l'objectif pour Kwiatkowski de faire un résultat aujourd'hui. Vinokourov, bon, lui, il garde son énergie pour la suite, comme Domen Novak. Hein, on voit quand même pas mal d'équipiers qui sont dans les dernières positions. Pickering! Alors, Pickering, il a failli avoir une mauvaise... ça a été l'une des images du jour, peut-être l'une des rares images de la journée, avec Finlay Pickering qui ne s'est pas aperçu que vous aviez Jevine qui le rattrapait. On ne lui a peut-être pas dit dans l'oreillette ou ça ne marchait pas correctement. Soit on lui a dit, mais il n'a pas fait attention. Et ce qui fait qu'il y avait Jevine qui le dépassait, qui a voulu le dépasser à l'intérieur. Jevine, le problème, eh bien, c'est que lui aussi il voulait prendre la corde du virage et on a failli avoir un incident entre les deux. Heureusement, du côté de Finlay Pickering, on va dire, il y avait suffisamment de place pour que Jevine passe, mais voilà, Finlay Pickering a failli faire un petit peu la petite catastrophe, la petite boulette, comme on pourrait dire, de la journée. On remonte dans le classement, bon, Bourman qui finit à 1,30. Bon, après Bourman, hein, Vuelta compliqué. Arne-Marie Van Barle, Juan Guillermo Martinez. Je sais pas s'il l'a fait à fond, hein, le coureur colombien, on ne l'a pas vu à l'image, hein, le Juan Guillermo Martinez. Donc il finit à 1 minute 25, mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait à fond. Voilà. Agnolokowski, lui, il l'a fait un peu plus performant parce qu'il était dans les tout premiers à partir, donc je pense qu'il voulait être peut-être sur le hot seat juste avant le départ de Ghana, parce qu'après il y avait Ghana qui partait très rapidement, mais voilà, il voulait être dans les meilleurs temps de début de course. Bon, Giulio Ciccone. Comme Tiberi, à 1 minute 22, Ciccone, ouais, deuxième partie de Vuelta compliquée. Encore une fois, la première semaine était bonne, et puis ensuite, il y a eu ces problèmes à la selle du côté de Ciccone, et c'est vrai que depuis, il a disparu de plus en plus dans la hiérarchie, et désormais, il est même en dehors du top 10. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour le coureur italien. Puis Tiberi, je pense qu'il ne l'a pas fait à fond. Tiberi, vraiment, voilà, l'idée était de ne pas prendre de risque pour l'Italien, sachant que voilà, il n'a plus rien à jouer du côté du classement général. Que la course a quand même été dure pour la Bahrain Victorious, parce que c'est vrai qu'à part Torsten Trahen, pour le reste, ça a été un petit peu compliqué du côté de cette formation, et surtout Tiberi qui en plus, quand il a pris des échappées, il est tombé, donc ça c'est pas de chance. Donc voilà, il est un petit peu loin. Désormais Antonio Tiberi à 1 minute 22, voilà, de retard. On retrouve ensuite David Gaudu, transparent hein, Gaudu, hein, depuis l'étape 5. Il a disparu, David Gaudu, on ne l'entend même plus en interview, on ne sait même plus ce qu'il devient, presque, David Gaudu. Mais ouais, une deuxième partie de course compliquée pour le français. Sepp Kuss, il ne l'a pas fait à fond. De toute façon, Sepp Kuss, je crois, dans sa carrière, il a dû faire 4 chronos à fond. C'est dommage parce qu'il est bon en chrono, hein, Sepp Kuss. C'est pas un coureur qui est mauvais en chrono. Le problème, c'est qu'il les fait jamais à fond. Donc voilà, l'Américain se retrouve assez loin, à 1,19 de retard. On remonte, Fabio Cresson, Damian Ossonne, du côté de la Q36. Alors Damian Ossonne, je pense qu'il ne l'a pas fait à fond, parce que je sais que c'est un coureur qui est capable de faire des bons contre-la-montre. Landa, encore une fois, l'objectif n'était pas de tomber. Il y avait quand même une partie du contre-la-montre qui était assez technique. L'objectif était de garder des forces pour la suite. Pareil du côté de Fischer, Black, Aleotti, Masnada, c'est la même chose. Clément Brazafonzo, il l'a peut-être... ça, je n'ai pas vu Clément Brazafonzo, 62e, avec Thibaut Gruel. Je pense qu'ils sont au-delà du top 50. Je pense que là aussi, on n'a pas tout donné. Je pense que s'ils avaient fait un gros tempo, les deux, je pense qu'ils étaient en capacité de faire un bon résultat. On remonte avec Orlus Aolar et Van Boven. Et puis Brio Roland, 51e aujourd'hui, Brio Roland. 1 minute de retard sur Filippo Ganna pour le coureur français qu'on a beaucoup vu dans cette deuxième semaine. L'Angelotti, souvent dans le top 50. L'Angelotti, hein, c'est un coureur qui est souvent bien positionné sur les contre-la-montre. Donc c'est pas vraiment une surprise de le voir là. L'Angelotti, parce que c'est plutôt un exercice qu'il apprécie
Voilà, le monégasque. Je suis pas sûr que... C'est en fait avec ses qualités naturelles, parce que je suis pas sûr qu'il ait travaillé plus que ça. Mais il est souvent dans les 50 premiers, sans forcément voilà, tout mettre, je pense. Mais c'est un exercice qu'il apprécie. Juste derrière, Balderston, qui s'en sort mieux que Guardiano. Vous voyez que Guardiano a fini 63e dans les coureurs qui étaient dans le top 15. Pas forcément un super résultat, voilà, une set de retard. Balderston, un peu mieux pour le champion d'Espagne, mais c'est là où on voit qu'en Espagne, le contre-la-montre, c'est vraiment pas une spécialité. Alors, en plus, cette année, le contre-la-montre était en bosse. Du côté du contre-la-montre des championnats d'Espagne, mais même auparavant, hein, quand il était sur le plat, on n'a jamais eu véritablement des champions d'Espagne ultra performants. Alors là, il y a quand même une génération qui arrive, notamment avec Roméo, avec aussi Raúl García Piana, qui sont un peu meilleurs dans la discipline. Mais bon, ça n'a jamais été une spécialité espagnole, le contre-la-montre, à part peut-être à l'époque de Miguel Indurain, mais ça fait bien longtemps où les Espagnols ne sont plus très performants au niveau international dans cet exercice. Je crois que même la France est meilleure que l'Espagne dans l'exercice du contre-la-montre. Donc Dunbar, alors c'est bizarre Dunbar, parce que ça fait depuis plusieurs jours. Déjà hier, il fait une belle montée finale. Pour l'instant, il fait un début de troisième semaine intéressant, Dunbar. Il faudra s'en méfier s'il est dans l'échappée samedi. Parce que autant on l'a assez peu vu, hein, Dunbar, sur les 2 premières semaines de course. Mais là, c'est vrai que ça fait depuis 2-3 jours où je pense que la forme est là, du côté de Dunbar. Donc il faudra se méfier de l'Irlandais. Torsten Trahen, je ne suis pas sûr que ce soit un exercice qu'il ait énormément pratiqué dans sa carrière. Torsten Trahen, parce qu'il a souvent été équipier, même chez Uno X, il n'avait pas forcément un rôle de leader. Donc c'est pas forcément un exercice, je pense qu'il a beaucoup fait. Il a rarement été dans cette situation-là aussi de top 10 pour le classement général. Donc voilà, l'idée était surtout de limiter la casse, ce qui je trouve a plutôt été bien réalisé par le Norvégien, encore une fois, quand on sait que c'est pas forcément un coureur qui est performant dans ce domaine. Vous voyez, Junior Le Serre est pas très loin devant. Voilà, il s'en est plutôt pas mal sorti. Surpris par Michael Hessmann, je pensais qu'il allait le faire à 100% Hessmann, parce que c'est un bon rouleur, hein, l'allemand, du côté de la Movistar. Bon voilà, seulement à 46 secondes, seulement 38, pas exceptionnel. Pellizzari, bah... Alors j'avais pas vu de chrono, je crois, avec Pellizzari depuis qu'il est chez Red Bull. Je les avais vus à l'époque de la Bardiani, ces chronos. Et c'est vrai que c'est pas un exercice qui l'affectionne, Pellizzari. Alors, on le voit rien qu'à la position. Je pense qu'on peut gagner encore en aéro, hein, dans la position de Pellizzari. On a vu quelques images de Pellizzari. Hein, c'est pas le coureur qu'on nous a le plus montré sur le contre-la-montre. Mais je pense que c'est vraiment un exercice qui l'affectionne pas, hein, tout simplement, Pellizzari. Et je pense qu'il y a une grosse marge de progression dans le contre-la-montre du côté de l'italien, parce que jusqu'à maintenant c'est pas forcément un registre où il excelle, et s'il veut jouer de plus en plus le classement général, il faudra qu'il progresse, hein, sur le contre-la-montre, c'est obligatoire, même si on en a de moins en moins. Ça reste important, et là tu vois qu'en l'ayant fait à fond il perd quand même 45 secondes sur 12 km, donc c'est quand même pas l'idéal, parce que ça fait quasiment 4 secondes au kilomètre. Si je calcule bien, donc ça fait quand même beaucoup, hein, parce que 12 km, donc 24 ça fait 2 secondes, donc oui, plus de quasiment 48, ça fait quasiment 4 secondes au kilo. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, ça doit faire du 3 secondes et demie si on calcule précisément, parce que ça faisait un peu plus que 12 km. Mais non, c'est pas l'idéal pour Giulio Pellizzari, donc il va falloir vraiment progresser dans le domaine. Bon, Buitrago, je pense qu'il l'a pas fait à fond, parce qu'il est capable de faire bien mieux que ça sur des contre-la-montre. Sheffield, alors c'est bizarre Sheffield, parce qu'il avait, dans les premiers temps intermédiaires, il était très bien positionné au premier temps intermédiaire, Sheffield. Et ensuite il a dû s'écrouler. Alors j'espère qu'il n'est pas tombé Sheffield, parce qu'il nous l'avait déjà fait sur un chrono de tomber il y a cette année ou l'an dernier, je sais plus, Sheffield, où il était tombé sur un chrono, il avait perdu beaucoup de temps. Mais c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'il était très très bien positionné, et puis ensuite il s'est un peu écroulé. Félix Gall,
tout à fait correct comme chrono, il est dans le top 30. Donc Félix Gall, être dans le top 30 d'un chrono, ça veut dire qu'il a été performant. Quand on regarde, il a 5 secondes de Charman. Charman n'est pas mauvais dans l'exercice, surtout sur des contre-la-montre comme ça qui sont pas très longs du côté de l'Allemand. Donc finir à 5 secondes de Charman, c'est vraiment un très très bon résultat pour moi du côté de Félix Gall. C'est pas le dernier. Il y a Pellizzari qui est derrière, Trahen. Moi, je l'attendais plutôt au niveau de Torsten Trahen. Hein. Donc, je l'attendais plutôt 13-15 secondes derrière du côté de Félix Gall. Moi, je pensais vraiment aujourd'hui qu'il allait perdre beaucoup de temps. Je vous en avais parlé notamment hier. Et bah, au final, il s'en sort plutôt bien, Félix Gall. Maintenant, bon, c'est sûr qu'il perd une position par rapport à Riccitello. Mais ça reste encore très serré hein, pour le top 5. Entre Riccitello, Gall et Pellizzari, le match est vraiment lancé. Il y a vraiment un beau combat pour le classement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que pour ce début entre top 5 et top 10, là c'est très intéressant ce combat entre les concurrents. Et Félix Gall fait un très bon chrono. Riccitello, c'est correct parce que c'est pas le meilleur rouleur du monde, Riccitello. On voit qu'il est parti fort. Il a eu un peu de mal, je pense, à finir. Je pense que Gall, par exemple, ou Pellizzari sont partis plus calmement et ont fini mieux que Riccitello. Alors, il avait été performant sur le Tour de l'Avenir, mais encore une fois, c'était des contre-la-montre en bosse. Sur le contre-la-montre sur le plat, je n'ai pas souvenir qu'il était excellent. On peut souligner aussi qu'il n'a pas été gêné par des activistes sur le bord de la route. Là aujourd'hui on avait des manifestants, pas des activistes sur le bord de la route. Ça change. Et ça fait du bien, parce qu'encore une fois on a le droit de montrer son opinion sur le bord de la route. Mais par contre gêner la course, ça me gêne énormément. Voilà. Et là du côté de Riccitello, il n'a pas été perturbé dans sa progression. Voilà, 36 secondes de perdu, ce qui est plutôt un bon chrono. Vous voyez, il finit avec Berg et Charman, ce qui est plutôt pas mal. Et avec De Pestel qui a fait le meilleur temps du premier intermédiaire de Pestel. Il était parti sur les chapeaux de roue. Ensuite, il a eu un peu plus de mal, mais très bon chrono de Pestel, comme Bellocchi. Mais Bellocchi est vraiment performant dans l'exercice. Markel Bellocchi. Ce qui est intéressant par contre du côté de l'Espagnol, c'est qu'il tient 3 semaines, hein, Markel Bellocchi, parce que, je rappelle, c'est un coureur qui est quand même le plus jeune de ce peloton, donc à 20 ou 21 ans, du côté de Markel Bellocchi, tenir 3 semaines de course, c'est vraiment intéressant pour la suite. Jane Lay Pidcock, très proche, hein, ça joue à 3 secondes, donc c'est quasiment le même temps. Du côté de Jane Lay, on sait que c'est un coureur qui sait être performant dans l'exercice, même s'il avait été battu sur le Giro en 2020 par Tago Goggenhardt. Alors déjà il était beaucoup plus jeune, c'est un coureur qui a progressé quand même dans le chrono, et aujourd'hui il limite vraiment bien la casse. Et Pidcock, je me dis, il y a certains chronos cette année que j'ai vu de Pidcock où il les a pas fait à fond. Et je me dis que s'il les a fait un peu plus à fond, peut-être que ça aurait été que l'écart aurait été plus grand, qu'il aurait été mieux positionné. Et puis j'ai été surpris aussi de la part de Thomas Pidcock. Il avait une combinaison manche courte, pas manche longue. Parce que normalement sur le chrono, il n'y a plus de combinaison manche courte. Vous avez des combinaisons manche longue. Sur le chrono, avec les manchettes, vous n'avez pas les bras nus. Et lui, il avait les bras nus, Thomas Pidcock. J'étais assez surpris. Parce que maintenant, avec les nouvelles matières, autant à une époque on disait bras nus c'est meilleur que tissu, autant aujourd'hui avec les nouvelles matières c'est différent. J'étais assez surpris du côté de Pidcock de le voir bras nus. Alors ça n'a pas dû lui faire perdre 15 secondes, hein. Mais bon, on aurait peut-être pu augmenter l'écart d'une seconde ou de 2 secondes par rapport à Jane Lay. Großschartner qui montre qu'il est en forme, hein. Et oui, parce que quand tu fais un chrono comme cela en étant équipier, c'est plutôt pas mauvais hein, du côté de Großschartner. Terrada aussi. Alors c'est marrant Terrada cette année hein, du côté de l'Astana, parce que c'est un jour ça fonctionne, un jour ça fonctionne pas. C'est très aléatoire, voilà, l'état de forme de Terrada. On l'avait déjà dit sur le Tour de France, c'était également le cas sur la Vuelta. Il y a des jours où il était pas bien, il y a des jours où il était là. Donc assez surprenant. Voilà, du côté de Terrada, Hubart, qui l'a fait à fond, comme Marco Frigo, comme Thierry, voilà, qui finit juste derrière Juan Ayuso. Donc ça c'est vraiment pas mal
Ayuso, pardon, du côté de Pierre Thierry. C'est un bon chrono, parce que ça reste un jeune coureur et qui n'a pas forcément l'habitude de cet exercice. Et puis, on rappelle encore que pour les jeunes coureurs, la situation d'Arkea Bienigotta n'est pas forcément évidente à gérer mentalement. Ethan Vernon. Alors, Ethan Vernon, il est parti très très fort. Et puis sur la fin, il s'est un peu écroulé. Voilà, hein, sur la dernière portion, ça a été compliqué. Alors par rapport à Ghana, de toute façon, tout le monde a été en difficulté par rapport à Ghana dans la dernière portion, mais même par rapport à Pedersen, par rapport à d'autres coureurs, il a un peu souffert. Mais on voit hein, l'école de la piste, un exercice qu'Ethan Vernon connaît, hein, le cyclisme sur piste, et on voit que ceux qui ont fait un peu de cyclisme sur piste n'ont pas été mauvais dans l'exercice quand même aujourd'hui. Ça aurait bien, je pense qu'à Benjamin Thomas par exemple aujourd'hui, n'aurait pas été mauvais dans cet exercice. On remonte Cavagna. Alors c'est fou parce que c'est son meilleur chrono de l'année, Cavagna. Parce que les chronos précédents avaient vraiment pas été bons du côté du français. Je trouve quand même que Cavagna n'a pas retrouvé la position qu'il avait chez Soudal Quickstep. Alors, je trouve que Cavagna, ça bouge beaucoup plus des épaules, de la tête. Là, on voit au niveau de la tête, c'est pas bien positionné. Je trouve que la position était bien meilleure chez Soudal Quickstep. Alors, son positionnement là sur le vélo est quand même meilleur que quand il était chez Movistar, parce que chez Movistar, c'était vraiment catastrophique. Mais je pense qu'il n'a pas encore trouvé les bons réglages dans cet exercice-là avec la groupe AMA-FDJ et qu'il y aura peut-être du travail à faire à l'intersaison par rapport à la position, par rapport parce que c'est vraiment un registre où il a du mal à retrouver son niveau, Cavagna. Autant on le voit faire beaucoup de travail pour placer l'équipe, en gros, hein, dans le rôle d'équipier. Par contre, sur le chrono, qui était sa spécialité, il est un peu en difficulté. Jorgensen, il l'a fait à fond. Il a pris beaucoup de risques sur les trajectoires, Jorgensen. Mais je m'attendais à ce qu'il rentre dans le top 10. Alors l'écart avec le top 10, c'est pas énorme, mais c'est vrai que je m'attendais plutôt à ce qu'il soit peut-être au niveau de Jonas Vingegaard, au niveau de Danoul, ou du côté de Jorgensen. Pierre-André Côté, pas mal. Non, pas mal. Hein. Je pense qu'il a fait un temps de référence pour son équipier. Mais ça montre que la forme est pas mal hein, du côté de Pierre-André Côté parce que hier, il était dans l'échappée, où il a essayé de prendre l'échappée en tout début de journée. Mais ça fait déjà depuis plusieurs journées qu'on le voit à l'attaque en début d'étape, Pierre-André Côté, sur cette course. Danouleux, presque décevant. Danouleux, parce que oui, à la porte du top 10, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux, voilà, du côté du néerlandais. Je m'attendais un petit peu mieux. Jonas Vingegaard, ouais, il y a quand même 10 secondes de perdu, quoi, hein, sur Almeida. Par contre, par rapport à tous les autres adversaires, il gagne du temps. Je pense que c'est surtout Almeida qui a fait un super contre-la-montre. Parce que Jonas Vingegaard, en gros, il est tombé sur un os. Il est moins bon qu'Almeida sur le chrono. Voilà, hein, tout simplement. Et bon, certes, il y a 10 secondes. Mais en gros, c'est l'écart qu'il a avec Almeida. Hein. Il y a 2 ans, c'était à peu près ça, l'écart au kilomètre. Donc lui, il doit être content que le chrono ait été raccourci, Jonas Vingegaard, parce que avec un chrono de 27 km, bah oui, ça aurait fait 25-30 secondes. Et là, le match était complètement relancé pour le général. Il perd quand même 10 secondes. Donc pour le général, c'est pas l'idéal du côté de Jonas Vingegaard, mais il garde quand même un petit pécule d'avance avant l'étape de Madrid. Alex Segart, alors lui, position, il n'y a rien d'acheté. Voilà, Alex Segart, la position, elle est bonne. Donc il a déjà la position, voilà, elle est vraiment excellente. Donc oui, il manque encore un petit peu, mais je pense qu'il aurait aimé un chrono plus long, Segart. Je pense que 12 km, c'est un peu court pour lui. Kellan O'Brien, eh bien un coureur qui vient de la piste, comme Ivo Oliveira, eh bien 2 coureurs qui sont dans le top 10 de l'épreuve, et qui ont fait, je pense, un peu mieux que ce à quoi on pouvait s'attendre pour ces coureurs-là, parce que Kellan O'Brien, c'est vraiment un très très bon chrono, et puis Ivo Oliveira aussi, hein. Mais encore une fois, la piste, c'est un exercice qui aidait énormément sur ce contre-la-montre.
Vous savez, Steve Cheney, il parle tout le temps du cyclocross, moi je parle souvent du cyclisme sur piste. Et eh bien, Callan O'Brien et Oliveira, le fait d'avoir fait... En plus, Ivo Oliveira, il fait souvent des épreuves il fait des épreuves d'endurance. Donc 12 km, voilà, c'est des temps d'effort qu'il maîtrise à la perfection. Et Callan O'Brien, toujours, comme je dis toujours, l'école de la piste en Océanie, que ce soit l'Australie et la Nouvelle-Zélande, souvent on commence le cyclisme par la piste, du côté du haut niveau, donc ça se voit aussi en termes de résultats. Stefan Kung, je ne l'avais pas mis parmi mes favoris, il a dit, hein, il a chopé la Covid au moment du tour, avant le Tour de Pologne. Donc, et depuis, il s'en est pas vraiment remis. Il a dit il a du mal à pousser au niveau des watts. Là, Stefan Kung, il est plutôt bien parti. Mais ouais, il a du mal à tenir la cadence, tout simplement. Donc, il était un peu déçu de sa performance. Même si pour moi, 11 secondes par rapport à Ghana, oui, il aurait pu être devant Armirail. Voilà. Mais en gros, pour moi, il n'est pas non plus complètement à l'ouest en termes de performance. Bruno Armirail, très bon résultat parce que Armirail, il aime plutôt quand c'est long. Armirail comme Cavagna sont pas forcément des spécialistes des chronos très courts. Et Armirail, on sait que plus c'est long, presque plus il aime le français. Et puis qu'il a fait quand même beaucoup d'efforts pour aller choper des échappées, pour aller protéger Félix Gall pendant tout cet été. Donc il y avait peut-être un peu moins d'énergie du côté de Bruno Armirail. Il prend vraiment une très très belle 4e place. Donc il peut vraiment être satisfait de son résultat. Il faudrait quand même dire du côté des Français qu'on en place 3 dans le top 20. Ça n'arrive pas si souvent que ça, du côté de la France et du contre-la-montre. Almeida, très fort. Bon, on l'a vu dès le départ. Moi, ce qui m'a surpris, il était sur la rampe de lancement très tôt, Almeida. Il est arrivé sur la rampe de lancement bien plus tôt que d'autres coureurs. Donc, il y avait une sorte de motivation, comme Juan Ayuso aussi, on a vu qu'il avait l'œil du tigre. Là, du côté d'Almeida, je pense qu'il y avait vraiment l'objectif de frapper un grand coup. Après, bon, bah voilà, hein, le sportif avec ce chrono en raccourci, ça ne l'a pas aidé parce qu'Almeida, je pense sur plus long, il aurait été très bon et sur 27 km, c'était vraiment presque le format idéal pour lui. Ça lui aurait permis de reprendre beaucoup de temps, mais on voit que là, bon, on voit qu'il n'est pas dans un état de fraîcheur moins bon que Vingegaard. Donc, de toute manière, samedi, entre les deux, ça sera soit Vingegaard est un peu devant, soit Almeida arrivera à lui mettre une minace. Mais il ne se prendra pas 1 minute 30 par Vingegaard samedi. Voilà. Je pense que l'état de fraîcheur des deux est très proche. L'avantage d'Almeida, c'est qu'il n'a pas fini le Tour de France. Ça, c'est le désavantage de Jonas Vingegaard. Jevine, très bon chrono. Il est en super forme sur cette Vuelta, Jevine. Hein. Moi, je me suis dit, il va aller chercher Ghana. Mais il est tombé sur un énorme Filippo Ganna. Jevine, et les 9 dixièmes se sont peut-être joués aussi sur les trajectoires. C'était quand même pas le parcours le plus facile. Mais Jevine, après, pour moi, ça m'aurait un peu gêné quand même qu'il gagne le chrono. Parce qu'il a été énormément aidé à un moment par le train qu'il y avait derrière Finlay Pickering. Je ne sais pas pourquoi il y avait autant de voitures derrière Pickering. Entre le service médical, il y avait beaucoup de voitures. Et ça a vraiment aidé Jevine en termes d'aéro. Donc autant il a peut-être perdu en trajectoire, mais autant là il a gagné beaucoup de temps. Et ça m'aurait gêné si Jevine avait gagné grâce à cette aide qui n'était pas qui n'était pas de sa faute. Hein, encore une fois, c'est l'organisation qui a mal géré la situation, les régulateurs qui ont mal géré la situation. Mais ça m'aurait gêné un petit peu. Mais Jevine, il a une forme en ce moment. Vraiment, il est impressionnant. Et il faudra s'en méfier aussi de lui samedi. Et puis Filippo Ganna, bon, il était venu avec cet objectif-là. Hein, il y avait le chrono par équipe et le chrono individuel pour Ganna. Il y avait ces deux objectifs-là pour l'Italien. Il a fini quand même les 4 derniers kilomètres, mais à une vitesse, ça doit être plus de 62 de moyenne. Mais les 4 derniers kilomètres qu'il nous a fait Ganna, parce qu'il part, il n'a pas fait le meilleur départ de sa carrière. Mais alors, parce qu'en plus, c'est un coureur qui est technique. Hein. Ganna, il sait manier un vélo de contre-la-montre. Je vous souvenez encore une fois du contre-la-montre de Turin il y a quelques années sur le Giro. Ça devait être le Giro 2021, un truc comme ça, où il avait été impressionnant dans sa manière de prendre les trajectoires. Dans Ganna, il sait manier un vélo. Mais là, sur la première partie, il n'a pas été forcément le plus rapide, le plus performant. Par contre, sur la fin,
le dernier intermédiaire, il met une branlée à tout le monde. Voilà, les 4 derniers kilomètres d'Almeida, c'est une démonstration de puissance de la part de l'Italien. Chapeau à lui. Surtout que ça devait être son dernier objectif de la saison, parce que les championnats du monde, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas s'il va au championnat d'Europe, Ghana, pour le chrono. Si, il va au championnat d'Europe, donc il aura encore ce dernier objectif-là, le titre de champion d'Europe. Les championnats du monde, il faudra avoir des qualités en montagne pour remporter le contre-la-montre. C'est un contre-la-montre très vallonné. Donc, il est prêt. Filippo Ganna, il est prêt pour les championnats d'Europe du côté de la France, parce qu'on a vu qu'il a été très performant aujourd'hui du côté de l'Italien. Et puis, il faudra s'en méfier à Madrid, puisque lui, il est capable de tenter le coup du kilomètre. On regarde le classement général pour finir cette vidéo. Jonas Vingegaard donc n'a plus que 40 secondes d'avance sur Almeida. Et vous voyez que dans ces 40 secondes d'avance, il y en a quand même 20 qui sont dues aux bonifications. Et là, on s'aperçoit que sur ce Tour d'Espagne, les bonifications, vu que les écarts sont extrêmement resserrés, ont leur importance. Pidcock est 3e. Pidcock qui a désormais 40... 21. 21 plus 20, ça fait 41, moins 2, ça fait 39. Voilà, seconde d'écart entre lui et Genley. Pellizzari, donc qui a encore quand même une marge sur El Chitello. Il y a 58 secondes entre les deux. Félix Gall à 5 minutes 1. Vous voyez que ce match pour la 5e place est quand même assez resserré. Ça se tient en 1-0-1. Sepp Kuss, Thorsten Trahen, également c'est assez serré entre les deux. Jorgensen lui est un petit peu plus loin avec le Serre. On retrouve ensuite Terrada. Les deux Espagnols, Balderston et Guardiano. Buitrago est passé devant Bernal, mais là c'est plus anecdotique. Voilà, du côté de ce top 15. Le maillot vert, pas de changement. Pedersen toujours devant avec une marge par rapport à Vingegaard. Ciccone est 3e. Almeida passe 4e devant Vernon et Philipsen. Le classement de la montagne, toujours emmené par Jevine devant Vingegaard, Vervac, Almeida, Marc Soler. De toute façon, aujourd'hui, il n'y avait pas de points. Classement de la montagne, donc pas de changement. Et il n'y aura pas de changement demain non plus. Donc ça sera que samedi. Donc Jevine, il faudra juste qu'il soit positionné samedi. Pellizzari, donc en tête de ce maillot blanc, avec 58 secondes d'avance sur El Chitello. Le Serre à 8,05. 20 minutes de retard pour Baldersson devant Guardiano. L'écart a un peu augmenté entre les deux concurrents. Et puis le classement par équipe. Là aussi, pas de changement. UAE devant la Visma, Red Bull, Cara Rural et Decathlon du côté de ce classement par équipe. Et bien nous, on se retrouve demain, 7h, pour la présentation de l'étape numéro 19. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis on se retrouvera demain soir pour le débrief de l'étape numéro 19. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.